Comprendre les moments forts de l'histoire politique de la République démocratique du Congo à travers un regard rétrospectif s'impose. Parfois, il est indiqué et même souhaité de jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs pour mieux avancer. Messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. À présent, je vous invite à découvrir notre invité des marques dans la célèbre rubrique Eche Homo. Catherine Nzuziwambombo. Catherine Nzuziwambombo est une femme politique de la République démocratique du Congo. Elle a commencé sa carrière politique à Kinshasa à l'âge de 23 ans en assumant la fonction du bourgmestre de la commune de la Gombe. Elle fut commissaire provincial, gouverneur de la province du Congo central, vice-gouverneur et gouverneur de la ville de Kinshasa, ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires dans le gouvernement de transition 1+4. En 2006, Catherine Nzuziwambombo était candidate à l'élection présidentielle représentant le MPR fait privé. Maman Catherine Nzuziwambombo, bienvenue. Bienvenue. C'est pour la toute première fois, nous sommes honorés de vous recevoir dans le jeu. Comment vous allez? Ben, je m'accroche, la carcasse vieillit, mais je m'accroche. Ouais, ça se voit. Alors, nous sommes au mois de septembre. C'était un 7 septembre 1997, disparaissait le maréchal Mobutu. 23 ans après, quelle est l'image indélébile que vous gardez de l'aigle de Kawele? Qu'est-ce que les générations actuelles ou futures peuvent retenir du maréchal Mobutu? Le maréchal bannissait le tribalisme. Et nous avions, à l'époque du parti État, des slogans. La plupart des enseignements, on préférait les faire par les chansons ou par les slogans. Par exemple, région oui, régionalisme non, tribu oui, tribalisme non, clan oui, clanisme non. Ce sont des fondamentaux qui restent pour la vie. Ce qui nous unit, nous les Congolais, est plus important que ce qui peut nous diviser, que le tribalisme qui peut nous diviser, qui risque de nous diviser si nous ne nous ressaisissons pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à revenir, à faire marche en arrière. Le fait d'appartenir à la même nation, les 450 tribus qui composent la nation congolaise, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous ne pouvons pas choisir. Et à l'époque, on s'aimait sans demander à l'ami d'où venez-vous. Surtout ici à Kinshasa. Surtout ici même à l'intérieur. Sauf en amour. Si vous voulez maintenant marier la fille, c'est à ce moment-là que vous allez lui poser la question, mais chez vous, comment est-ce qu'on fait pour la dot? Ah oui, chez nous, moi je suis de telle province, on fait ceci, on fait cela. Nous devons revenir à ces fondamentaux-là. L'union nationale, le tribalisme divise. Le tribalisme fragilise la cohésion sociale, la cohésion nationale. Moi, je crois que ce sont des choses que le maréchal nous a données, que nous ne pouvons pas abandonner, que nous ne pouvons pas oublier. L'unité nationale. L'unité nationale, la cohésion nationale. L'amour du pays et l'amour du prochain. Vous tirez sur la sonnette d'alarme, vous alarmez. Cela prouve-t-il qu'il y a un problème de nos jours? Le tribalisme a refait surface dangereusement, peut-on l'affirmer? Je l'affirme, parce que nous les voyons, nous les sentons. Vous avez même des responsables, il y a même un médecin qui est mieux placé, qui lance
les messages tribaux pour les Kassaïens qui sont au Katanga. Non, tout Congolais est chez lui partout où il décide de résider. Dans les 24 provinces, dans les 26 provinces plutôt, si les Congolais choisissent, je suis du Kasaï, mais j'ai été élu, j'ai été envoyé gouverneur dans le Bas-Congo, une province, un peuple qui m'a adopté, je suis resté attaché jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis jamais senti, comment dirais-je, mal à l'aise. Et le gouverneur, Villa Kikanda, mais il a été élu gouverneur à Goma, député à Goma. Alors qu'il il était gouverneur. Oui, alors qu'il est du bas-fleuve. Le gouverneur Koyagialo, il a dirigé le Katanga avec Doug alors qu'ils étaient de l'Équateur. Moi, je crois que ce sont des choses qui doivent nous pousser à revoir les réformes. Les réformes sont indispensables parce qu'on est allé un peu trop vite dans les besognes. Nous devons rentrer au système de gouverneurs nommés. Et là, l'avantage... Les gouverneurs nommés, comme à l'époque du maréchal. Oui, parce que là, on a l'avantage d'avoir des hauts fonctionnaires, les fonctionnaires de carrière, devenir des gouverneurs de province, au lieu que ce soit des gouverneurs élus. Là, c'est l'argent qui parle. Par les politiques. C'est l'argent qui parle. Et il n'est pas dit que l'intelligence se trouve seulement dans les têtes de ceux qui ont de l'argent. Ça, ce n'est pas vrai. Vous avez les gens, il faut donner une grande caution pour les élections. Mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Pourquoi on doit interdire aux Congolais qui ont de l'intelligence? Un gouverneur nommé Mme Catherine Nzuzi-Wambombo aura quelle légitimité? Mais il aura de légitimité. Moi, j'ai été gouverneur nommé au Bas-Congo. Dois-je dire que je n'ai pas été légitime? Non. C'est vous, les jeunes d'aujourd'hui, qui faites bouger les lignes. Les lignes n'ont pas bougé. Si on le fait, vous verrez qu'on aura des gouverneurs de grande valeur. Aujourd'hui, vous avez les conflits dans la plupart des provinces entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Parce que c'est le tribalisme qui est à la base de tout ça. Ils ne se supportent pas tout en étant originaires de la même province. Mais tandis que si on revient aux anciens systèmes, la territoriale des non-originaires, vous verrez que les choses vont aller. La territoriale des non-originaires, au moment où nous faisons cette émission, les ministères de l'Intérieur aussi comptent faire des nouvelles mises en place au niveau de la territoriale, mais les FCC lui met des gens en garde, il doit tenir compte de la répartition équilibrée et équitable des postes. Doit-on continuer avec les mêmes rythmes? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une grande erreur que moi je trouve... on n'aurait pas dû séparer la décentralisation du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur aurait dû garder dans ses prérogatives la décentralisation. Et là, le ministre de l'Intérieur pouvait avoir la possibilité de faire des nominations, de trouver des gens compétents pour diriger les provinces. Vous savez qu'il est plus facile d'être ministre que d'être gouverneur de province. Parce qu'un ministre, il n'a que sa matière qu'il doit approfondir. Mais il est entouré de conseillers. Il est entouré de conseillers. Mais tandis qu'un gouverneur de province, mais là, vous êtes en même temps responsable de l'armée, responsable de la police, de l'administration provinciale. Donc, vous avez la vue sur tout ce qui se passe en province. Vous êtes un ministre chef de l'État dans votre province. Donc, je crois que nous devons avoir le courage de corriger certaines choses que nous avons fait dans la précipitation, croyant bien le faire, mais qui fragilisent le fonctionnement de l'État. Maman Catherine Nzuzi-Wambombo, parce que nous parlons de Mobutu, on ne va pas s'éterniser sur les maréchals, on va bientôt tourner la page, mais je voulais quand même vous poser cette question. 1997, l'AFDEL arrive, et avec elle, l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs années après, vous êtes une fin politique. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe exactement dans l'est du pays et quelles peuvent en être les pistes des solutions? Moi, je crois que la plus grande bêtise que les Congolais ont commis, c'est l'arrivée de l'AFDEL.
l'AFDEL n'est pas venu lui-même. C'était 5 armées étrangères. Tout à fait, c'était de l'agression. C'était de l'agression. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont pris les archives qui étaient au niveau de la présidence de la République, les archives qui étaient dans le camp Tchachi. Ils ont pris les réserves d'échange qui étaient à la Banque centrale, qui étaient au Palais de la Nation. Nous sommes aujourd'hui un pays sans mémoire. Et là, c'est vraiment quelque chose que nous devons regretter et dire plus jamais ça. Ils en ont fait. Eh bien, ils vont voir où se trouvent les... Si vous voyez qu'à l'est, là-bas, ils sont déterminés tout le temps comment dirais-je, des incursions, c'est parce qu'ils ont des cartes. Ils ont des cartes qu'ils ont eues dans les comment dirais-je, au bureau du président, et qui leur dit, voilà, dans telle province, les minerais se trouvent à tel endroit, à l'est, là-bas, se trouvent à tel endroit. La cohésion nationale a été mise à mal grâce à cause de l'AFDEL, et qui est venue avec des Congolais. Bon, malheureusement, ou heureusement plutôt, quand Mouzé a remarqué cela, il a compris que les fameux rapports de l'Émirat qu'on lui avait fait signer, que l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema soit annexé. Et il les a traités de conglomérats d'aventuriers. Conglomérats d'aventuriers lui-même, il a compris. Heureusement qu'il s'est repris. Bon, ça lui a coûté la vie et nous regrettons parce que nous avons perdu quand même un grand Congolais. Mais je dois dire qu'il était quand même nationaliste malgré cette envie, cet acharnement de venir au pouvoir. Avec le diable pour faire partir Mobutu. À tout prix. Pour venir au pouvoir. Mobutu, c'est la maladie qui l'a fait partir. Ah bon, ça, parce que si Mobutu était en bonne santé, je vous dis, cette promenade-là n'allait pas avoir lieu. Maman Catherine, là, vous estimez qu'il allait avoir ben sang? Mais non, écoute, connaissez-vous une guerre où le sang ne coule pas? Quand l'AFDEL est entré, il y a eu combien de morts à l'Est? Combien? Mouzé ne doit pas être considéré comme un tombeur de Mobutu, c'est plutôt la maladie. C'est la maladie qui a fait partir Mobutu. S'il était en bonne santé, je vous dis que la promenade n'allait pas avoir lieu. Souvenez-vous, quand il était en bonne santé, nous sommes entourés par les neuf voisins. Avez-vous déjà entendu qu'il y a un voisin qui s'est permis de prendre un seul mètre de notre territoire? Mais il savait que la réaction allait être spontanée. Ça, c'est une réalité. Vous voulez dire, Maman Catherine, si on s'amuse avec nous à l'Est, parce que nous n'avons pas des dirigeants à la hauteur des enjeux. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Les Congo seraient ces géants dirigés par des nains politiques. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai le courage de mes opinions. Je n'ai pas besoin d'utiliser un langage mitigé. Il y a beaucoup de complicité parmi les gens qui favorisent l'entrée des rebelles. C'est ça qu'il faudra retenir. Nous avons un grand pays, nous avons une armée, en plus qui est une armée dans quel état? Qui est soutenue. Eh bien, nous avons un président qui fait de son mieux pour envoyer les officiers dans les pays étrangers pour leur formation. C'est ça qui est important, parce que n'oubliez pas que lorsque l'AFDEL est arrivé, la plupart des officiers ont été éliminés. C'est ça le mauvais côté de la chose. La plupart des officiers qui ont fait les écoles militaires, qui ont fait même Saint-Cyr, ont été éliminés. C'est dommage, mais c'est ça la réalité, c'est de l'histoire de notre pays. Les péchés originels seraient l'AFDEL. C'est l'AFDEL. Il a donné aux étrangers la possibilité de connaître la grandeur de ce pays. Ils nous ont découvert. Ils nous ont découvert la grandeur et les richesses de ce pays. Et ils ont pris goût. Quand il s'est racheté, bon, c'était trop tard. Il a payé de sa vie, mais malheureusement, le mal était déjà fait. Donc nous devons maintenant consolider l'unité nationale et refuser la balkanisation. Les gens qui jouent, comme nous entendons parfois, oh, on voudrait un État de Kivu. Le Congo restera un et indivisible. Il ne sera jamais balkanisé.
nous avons un chef de l'État qui est persuadé, qui est convaincu de cela, eh bien, soutenons-le, soyons tous derrière lui pour qu'il en soit ainsi. Maman Catherine Nzuzi Wambombo, parce que nous parlons de l'Est, je me souviens sous le régime 1+4, alors que vous étiez ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires, vous étiez même parti à l'Est, vous avez passé une nuit là-bas, alors que la situation était délétère, le climat était tendu. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, il y a une catastrophe naturelle, un éboulement, et les Congolais sont encore morts. Oui, je me rappelle bien de cette époque, quand j'étais ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires. Je suis allée apporter de l'aide humanitaire aux réfugiés qui étaient là. Et c'est là où j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer le docteur Mukwege. D'heureuse mémoire. Je suis allée même dans l'hôpital où j'ai trouvé les mamans de 90 ans violées. Vraiment, ce qui se passe à l'Est, c'est très dommage. Et par rapport au docteur Mukwege, vraiment, il faudra que notre gouvernement puisse le protéger. C'était un héros dans l'ombre. Le travail qu'il fait à l'Est pour réparer les femmes, ce n'est pas une chose facile. Parfois, il a des journées de 24 heures de travail. Et les gens qui le menacent, c'est uniquement parce qu'il est nationaliste, par la mauvaise foi. Et je voudrais vraiment, j'ai une pensée pieuse aux familles de nos compatriotes, 50 personnes qui sont mortes dans l'éboulement. Qui sont encore sous terre. Qui sont encore sous terre. Vraiment, c'est dommage, c'est malheureux. Et je pense que le gouverneur des provinces qui est là-bas, avec les autres forces vives, vont faire de leur mieux pour les faire sortir de terre. Maman Catherine Nzuzi Wambombo, Kassavubu Mobutu, il n'y a jamais eu passation de pouvoir. Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, il n'y en a pas eu. Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, pas de passation de pouvoir. Pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, Kabila et Tshisekedi, il y a eu passation civilisée et pacifique du pouvoir, un grand jour. C'était un 24 janvier 2019. 20 mois après, comment évaluez-vous cette passation du pouvoir, cette alternance? Estimez-vous que l'espoir qu'avait suscité ces grands jours a été déçu ou nous sommes sur une bonne voie? J'apprécie la passation du pouvoir qui a eu lieu entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi. Et c'est pour cela, moi, j'ai fait appel au nationalisme des Congolais qui veulent amener les débats inutiles, de vouloir, de prétendre qu'ils veulent que le président de la République soit interpellé ou comment ils le disent. Destitué. Destitué pour le remplacer par qui? Non, mais l'intérimaire est constitutionnel. Non, le président, il a un mandat de 5 ans qui peut être renouvelé une fois. Pourquoi vous voulez qu'il quitte alors que les Congolais sont derrière lui? Il a un mandat de 5 ans, mais s'il tombe sous les coups de la haute trahison... Non, il n'y a pas de haute trahison. Il peut ou n'est pas achevé ses mandats. Je suis d'accord avec vous, c'est ça la Constitution, mais ce n'est pas le cas. Il n'a jamais trahi, il est dans le bon, il fait tout pour que le pays puisse devenir, que la RDC soit respectée, soit une grande nation dans le concert des nations. Ce sont des distractions, des faux débats. Vous appréciez à sa juste valeur cette alternance. Mais madame, comment calmer les ardeurs des uns et des autres? C'est que moi je qualifie des faucons. À cette allure, la coalition va-t-il amener les pays à bon port? Bon, moi j'ai l'impression, vous savez, les Congolais, dans les faux débats qui est en train de se pousser en ce moment, on trouve beaucoup de nostalgie. Ceux qui voulaient être président, qui avaient des intentions pour être président, mais les Congolais, les frustrés, les Congolais ont décidé autrement. Fachi n'est pas venu de lui-même. Fachi a été élu au suffrage universel par les Congolais. Il a été nommé, disent certains. Désolé, ça c'est leur
c'est de leur responsabilité, mais moi, la responsabilité m'oblige à rendre ce qui est vrai. Je ne suis pas à un âge où je peux flatter ou bien où je peux dire des mensonges. Fachi est président de la République démocratique du Congo, élu au suffrage universel. Il a un mandat de 5 ans. Et après 5 ans, quand on voit la manière dont il est en train de se prendre dans la ville, vous avez les travaux partout avec les sauts de moutons, etc. Mais je crois que je ne serais pas étonné de le voir revenir en 2023. Que ceux qui ont l'ambition de devenir chef de l'État, qu'ils prennent patience. Vous savez qu'il n'y a pas que les fonctions présidentielles. Hein. Pour être bien dans la vie, il n'y a pas que les fonctions présidentielles. Ils peuvent faire autre chose. Et Fachi a tendu la main, a tendu les bras à tout le monde. C'est notre pays, le Congo, n'a pas seulement besoin de l'intelligence de Fachi seul, non. Le Congo a besoin de toutes les intelligences des Congolaises et des Congolais. Nous sommes nombreux et nous sommes un pays qui a la chance d'avoir la plupart des intellectuels et dans toutes les branches de la vie nationale. Donc, ne faisons pas un débat qui va fragiliser la cohésion nationale inutilement. Mettons-nous ensemble pour construire notre pays. Mettons-nous ensemble pour que le Congo devienne un grand pays qu'on doit craindre, comme ce fut le cas à l'époque du maréchal. Maman Catherine Zouziouambombo, Félix Tshisekedi serait entouré de Mobutistes. Là, nous assistons à une métamorphose dangereuse du fils d'Étienne Tshisekedi. Et ces Mobutistes risquent de lui faire commettre les mêmes erreurs qu'avait commises Mobutu. Et ils sont en train de les transformer en un dictateur, en un monarque. Vrai ou faux? Vous voulez bien me dire un peu les erreurs que Mobutu avait commises? Dis-le-moi. Il était dictateur, ça tout le monde le sait. Mais c'était un dictateur visionnaire. Vous pouvez avoir un pays de 80 millions d'habitants ou 90 millions d'habitants et les gérer avec un grand sourire. Ces pays, il faut une petite dose de dictature. mais tout à fait. Les Congolais sont comme ça. Un chef doit avoir des principes. Un chef doit avoir, comment dire, ça doit être un bras de fer dans un gars de velours. Il dirait Tata Bomoko. Tata Bomoko, Maman Bomoko, École Bomoko. Ça, c'est les maréchals. Mokonzi Bomoko qui est fâché pour le moment. Que ceux qui ont des ambitions, qu'ils prennent le mal en patience. Parce qu'ils veulent tout simplement déstabiliser le pays inutilement. Hein? Qu'on le veuille ou pas, le Congo est appelé à aller de l'avant. Et moi, je suis très contente quand je vois l'attitude de Fachi, qui ne passe pas le temps à commenter ces choses-là. Ce sont des colibés qui laissent ceux qui en ont envie de le dire qu'ils le disent. Il a l'obligation des résultats. Qu'il passe son temps à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour la grandeur de ces pays, pour que ces pays aillent de l'avant, pour que nous puissions avoir une tranquillité, que nos frères qui sont à Beni, qui sont à l'est du Congo, puissent vaquer à leur occupation et qu'ils puissent contacter nos voisins. Parce que ces rebelles-là qui font des incursions chez nous, ils habitent quelque part, ils viennent de quelque part. Eh bien, il faut renforcer comment dirais-je, la cohabitation pacifique avec les voisins. Il faut soulever un dialogue avec les voisins pour que chacun puisse gérer son pays dans le calme. Si ce sont les minéraux que nous avons, si ce sont les biens que nous avons qui les poussent à faire, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire de jeunes ventures? Pourquoi nous ne pouvons pas créer des sociétés mixtes pour les exploiter officiellement? On sait que chaque pays aura autant de pourcentage. Pourquoi on ne ferait pas ça au lieu de le faire en cachette? Ça peut calmer les velléités impérialistes. Bien sûr, mais bien sûr. C'est Dieu qui nous a donné ces richesses. Les Congolais n'ont pas demandé cela. Mais si ceux qui n'en ont pas veulent que nous puissions créer des sociétés mixtes pour les exploiter ensemble, pourquoi pas? En réalité, ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre des prédations économiques. Mais tout à fait. Comme aujourd'hui, j'avais appris que
Il y a les Rwandais qui exploitent déjà le gaz dans les lacs. Mais ils ont commencé par le coltan. Ils ont commencé, mais qu'on les fasse, ils ne doivent pas le faire seuls. Les lacs appartiennent à la République du Congo et une petite partie au Rwanda. Donc qu'on les fasse nous-mêmes aussi, qu'on fasse des sociétés mixtes. Même la nature a horreur de vide. Maman Catherine, si vous ne vous occupez pas de votre terrain, la nature va s'en occuper. Vous allez trouver des herbes. Écoutez, ça fait déjà seulement 1 an que Fachi est là. Ce n'est pas facile. Il a passé la première année dans la découverte. Nous avons 450 tribus. Qui sont-ils? Quelles sont leurs mentalités? La première année, il nous a fait passer une année comme un stagiaire en train de découvrir. Non, c'est ça la responsabilité. Si vous ne savez pas ce qui se passe, comment vous allez gérer? C'est le problème. Il faut que vous-même, vous puissiez savoir la province orientale, c'est quoi? Et surtout qu'ils n'avaient jamais géré. La province du Katanga, c'est quoi? Non, même ceux qui ont géré. Même moi qui ai déjà géré, j'ai plus de 50 ans de vie politique. Aujourd'hui, je suis chef de l'État. Ne pensez pas que ça va être facile. Je vais commencer à faire comme un cheveu dans la soupe. La tâche n'est jamais aisée. La tâche n'est jamais aisée. Vous avez besoin d'approcher les autres pour savoir ce qui se passe. Vous avez besoin d'avoir une oreille attentive, d'être à l'écoute de vos compatriotes pour savoir quelles sont leurs revendications, quels sont leurs besoins. Et en plus de cela, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Parce que ce sont des problèmes qui se règlent avec l'argent. Dans les trésors publics, qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ce qu'on a connu comme bradage de richesses. Et moi, je crois qu'une autre réforme que j'aimerais bien recommander au gouvernement, c'est d'interdire l'exportation des minerais bruts. Il faut que les minerais qui sont produits ici chez nous soient transformés sur place. Comme ça, on va donner du travail aux Congolais et nous avons un code d'investissement qui est très alléchant. Le gouvernement va donner aux investisseurs du domaine les avantages du code des investissements avec possibilité de transférer les bénéfices. Donc les Congolais vont avoir du travail et ça sera bénéfique pour tout le monde au lieu de le faire en cachette. Maman Catherine Nzuzu Mbombo, lorsque l'AFDEL est arrivé en 1997, nous avons assisté à une sorte de chasse aux sorcières. Tous les caciques du régime de Mobutu étaient traqués, certains même jetés à Makala. Mais hélas, nous assistons quasiment au même tableau. On a l'impression que Fachi se cache derrière les concepts d'état des droits pour traquer ses opposants d'hier. Est-ce qu'on nous annonce la fin du règne de l'impunité ou c'est tout simplement une chasse aux sorcières déguisée? Vous en êtes victime? Vous utilisez des gros mots. Moi, j'ai été victime de l'AFDEL. Quand les dignitaires sont partis, moi, j'avais refusé de partir. Et j'avais refusé de partir parce que je me suis posé la question, j'ai dit, je n'ai jamais trahi mon pays. Et j'ai fait partie d'une famille de martyrs. Nzuzi Emmanuel a versé son sang pour ce pays. Quitter le pays et partir, c'était comme si je crachais sur sa tombe. Je ne peux pas faire ça. Et en plus de cela, j'ai géré le pays, mais je n'ai jamais détourné un bien de l'État. Tout ce que j'ai fait, c'est obtenu à la sueur de Pourquoi vous avez jeté à Makala? On m'avait jeté à Makala parce qu'on a estimé que le fait d'être resté, c'était une provocation. Vous les avez nargués? Je les avais nargués. La première question qu'on me posait quand on m'a amené à Kinmazière, c'était ça. Tout le monde est parti, toi tu fais quoi? Moi je fais semblant de ne rien comprendre. Je dis, madame, on vous a posé la question. Moi je ne suis pas madame, je suis maman. Pourquoi est-ce que vous êtes resté? Moi je suis resté, moi je suis vrai Congolais du centre. Chez moi? Je suis chez moi vrai Congolais du centre, le Kasaï. Mais c'est le centre de la République. C'est de l'Équateur, on peut encore dire qu'il y en a qui sont voisins à Bangui. Bossé du Katanga, on peut le confondre avec ceux des Zambie. Ils sont dans des frontières mitoyennes. Mais les Kasaïens, c'est les vrais Congolais du centre. Je suis resté chez moi. Vous aimeriez que me voir où?
J'aime manger les les bilolos du premier au 30. Et les ndakala, les choses comme ça. Alors, il ne me comprenait pas. Je suis parti à Makala. Et là aussi, Fachi est en train de recopier. Il ne recopie pas. C'est le même jeu. Il ne recopie pas. Fachi est nationaliste. Ce qu'il fait, donnez-moi un exemple. Il a instauré un état de droit. C'est ce que nous tous nous voulons. Pourquoi on veut être détourneur de biens publics? Et j'ai apprécié ce que le ministre de l'urbanisme, Mouabilo, a fait, de prendre, de retirer les maisons de l'État qui ont été occupées par certaines personnalités. Tunga Oyayo, pourquoi tu vas les prendre les biens de l'État? Quand on te donne les fonctions publiques, c'est pour servir l'État. Ce n'est pas pour prendre les biens de l'État. Faites un effort pour que l'État ait un plus. Au lieu de vouloir comment dirais-je, les défavoriser. Moi, je suis d'accord avec ce que Fachi est en train de faire. Tu sais, je ne flatte pas. Je mange ce que j'ai envie de manger. Je n'ai pas besoin d'être ministre, non. Mais j'ai dit ce qui est vrai dans l'intérêt de mon pays. Ça va tout de même étonner, vous qui étiez victime de l'AFDEL, commencer à soutenir de telles pratiques de la part des Fachi. Je soutiens la démarche de Fachi de refuser que les gens puissent s'approprier les biens de l'État. Que les gens puissent détourner les biens de l'État. Que ce soit de l'argent ou quoi. Non. Luka Oyayo. Dieu nous a demandé une chose. Vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. Ça, tout chrétien le sait. Pourquoi il veut l'arracher ça? Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais malheureusement, oui, ce que je veux, c'est qu'il faut que le gouvernement puisse faire un effort, avec Fachi bien sûr, que le gouvernement paye les créances des Congolais. Les dettes intérieures. Les dettes intérieures, ça c'est un grand problème que nous avons. Il n'y a plus des opérateurs économiques dans ce pays. Avant, on avait Papa Mbemba, on avait Nani Badokolo. Quand on partait à la maison, on sentait que l'économie était entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, ce sont les Chinois, les Indiens, on n'est pas contre les étrangers, mais les étrangers, nous devons appliquer la loi. Le commerce de détail doit rester pour les Congolais. Vous allez sur l'avenue du commerce trouver un étranger derrière un comptoir en train de vendre des biscuits, que sais-je encore. Et les Congolais vont faire quoi? C'est ça que nous voulons. Que le gouvernement paye les dettes intérieures des Congolais pour leur permettre de réinvestir cet argent et que l'économie soit entre les mains des Congolais au lieu qu'on soit tout le temps derrière les autres. Maman Catherine Nzuzi-Wambombo, l'heure est aux réformes. Les réformes, c'est sur toutes les lèvres. Vous passez par ici réforme, vous revenez par la réforme. Après avoir passé de 2 tours à un seul tour, un cadre du FCC-PPRD a encore réfléchi, jusque-là ce n'est qu'une réflexion. Il dit que pour des raisons d'économie, il faut économiser de l'argent, les élections nous coûtent cher et pour atténuer les revendications post-électorales, il faut désormais que le président de la République soit élu au second tour. Une sorte de grands électeurs, les parlementaires, qui vont carrément commencer à élire avec 50 ans d'expérience politique que vous drainez derrière vous. Pensez-vous qu'une telle réforme est nécessaire et même opportune? Non, là on fait marche en arrière. Le président de la République, il est le commandant suprême, il est le premier citoyen, il doit être élu par tous les Congolais. Mais c'est vous qui venez de soutenir ici que les gouverneurs doivent être nommés. Je parle du président de la République, je ne parle pas des gouverneurs de province. Je parle du président de la République, le premier citoyen. Il doit être élu par les Congolais qui sont dans les 26 provinces. Parce que là, qu'il soit élu par les choses, par les élus, on va favoriser, les grands électeurs. Mais on va favoriser la corruption. Là, c'est de nouveau l'argent qui va parler. Et vous pensez que l'argent
Donc ça nous permet d'économiser. Non, 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 non. Ce pays est riche, mon frère. Ce pays est riche. Nous, si on bouche les trous comme on est en train de le faire, qu'il n'y a plus de détourneurs, qu'il n'y a plus de détournement, mais on aura les moyens pour pouvoir financer les élections. Ça, ce n'est pas quelque chose de difficile. Le président de la République doit être élu au suffrage universel, c'est-à-dire par tous les Congolais. Et pas cette universel direct. Direct, et pas cette tricherie-là des grands électeurs. Quel grand électeur? Non. On Désolé. doit économiser non. et diminuer sensiblement les contestations. Il n'y aura plus de problèmes de tricherie. Non. Le pays a beaucoup de moyens. Nous allons voir les erreurs qui ont été à la base de certaines revendications. Si revendications il y a eu, voir comment nous pouvons... Nous, on est quand même, ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Nous avons quand même la plupart des grands intellectuels dans ce pays. Vous pensez que nous ne pouvons pas être matures pour pouvoir organiser les élections nous-mêmes? Si on ne peut pas le faire, c'est qu'il y a un problème fondamental. Non, je pense que les erreurs sont humaines. Nous devons nous-mêmes nous faire violence, nous regarder en face et nous dire plus jamais certaines choses qui ont failli déstabiliser la cohésion sociale, la cohésion nationale, que nous puissions tous regarder vers l'avenir pour que nous ayons un Congo uni et fort. Vous donnez 50 ans d'expérience politique. D'après vous, Maman Catherine Nzuzi-Wambombo, quelles sont les grandes réformes électorales prioritaires pour la République démocratique du Congo? Moi, je voudrais que d'abord qu'on fasse le recensement. Jusqu'aujourd'hui, chacun, il y en a qui parlent de 80 millions, il y en a qui parlent de 85 millions, de 90 millions. Avant les élections. On a voulu faire les recensements, on a descendu les gens dans la rue, les Congolais sont morts et on l'a renvoyé au calendrier. Non, maintenant, les derniers recensements datent de 84, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'avant les autres élections, nous devons d'abord faire le recensement. À combien nous sommes réellement? Nous n'avons pas une carte d'identité. Les Congolais vont à la banque avec les permis de conduire pour retirer de l'argent, c'est une honte. On doit faire le recensement et qu'on ait la possibilité de donner à chaque Congolais une carte d'identité. Ça, c'est une réforme importante. On doit faire la réforme pour revenir au système des élections à 2 tours. Le président de la République, l'autorité suprême, on a besoin de faire 2 tours pour savoir est-ce que les premières réactions étaient les bonnes, étaient réelles. On doit faire ça. Certaines réformes à faire, comme je vous ai dit, les gouverneurs doivent être nommés et non élus pour éviter qu'on ait des gouverneurs qui ne comprennent rien à la territoriale, qui sont là uniquement pour les honneurs et pour de l'argent. Là, ça ne va pas. Un gouverneur, c'est la polyvalence. Là, c'est une grande responsabilité. Vous devez avoir vous devez avoir la maturité pour être gouverneur. Il est plus facile d'être ministre de la République que d'être gouverneur de province. J'ai été gouverneur au Bas-Congo, j'ai été gouverneur à Kinshasa. Je sais de quoi je parle. Donc, le recensement est indispensable avant les nouvelles élections. Et doit-on revenir au détour à la présidentielle? Bien sûr, je venais de le dire, nous devons revenir au détour à la présidentielle. Et là, vous verrez que ce président-là aura vraiment une grande... une assise nationale réelle. Maman Catherine Nzuzi-Wambombo, vous êtes d'abord et avant tout une femme. Il n'est pas mauvais, une maman, de vous aborder aussi dans ce sens-là. La femme congolaise, là je parle sur le plan politique, vous estimez que son combat de la parité a aujourd'hui payé ou elle a encore du chemin à parcourir devant elle? Le combat de la parité a payé à moitié. À moitié parce qu'on a quand même eu quelques femmes qui ont occupé ou qui occupent des responsabilités.
Mais là, nous demandons au président de la République, qui est le magistrat suprême, de nous rendre justice. De nous rendre justice, parce que jusqu'ici, on a eu, à l'époque du maréchal, on a eu une femme vice-présidente du comité central. C'était l'équivalent du vice-président de la République. J'étais vice-président de la République. Les premiers ministres et le président de l'Assemblée venaient après moi en préséance. Donc une femme n'a jamais été à ce niveau au Congo? N'a jamais été à ce niveau, en dehors de moi qui a été vice-président. Mais on doit avoir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une femme Premier ministre, par exemple? On a une femme à l'Assemblée nationale. Nous avons les compétences, ça c'est déjà très bien. Mais pour gérer le gouvernement, vous savez que les femmes, nous, on n'aura pas de mains longues comme avec des détournements comme nous apprenons. On n'a jamais eu une Première ministre. On a eu une femme Premier ministre. Mais c'est une présomption, Maman Catherine Nzouzi. Ce n'est pas une présomption. Parce que les femmes sont aux affaires aussi aujourd'hui, elles sont dans des ministères. Leur gestion n'est pas du tout fameuse. Elle gère très bien. Donnez-moi une seule femme qui ne gère pas bien. On ne va pas se mettre à citer. Eh bien voilà, c'est parce qu'elles le font très bien. Vous ne pouvez pas inventer non plus. Moi, je les félicite et je demande aux femmes d'oser. Les femmes qui sont dans les partis politiques doivent avoir le courage de demander à leurs responsables du parti, quand on fait le remaniement, de proposer leur nom. C'est quoi cette affaire de réserver seulement les partis, la trésorière? Non. Nous avons les compétences dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on a des femmes présidentes des partis politiques. Bien qu'elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses parce que vous savez que gérer un parti politique, ce n'est pas facile. D'abord, les militants ne cotisent pas. La femme doit être, la présidente doit être à même de mettre la main à la pâte. Et quand vous avez que les femmes n'ont pas, même pour avoir un crédit bancaire, on va vous demander des hypothèques que toutes les femmes n'ont pas. C'est pour cela que nous comptons sur le président de la République pour que si jamais il y a remaniement, qu'il n'accepte pas les listes qui viendront sans qu'on puisse avoir la parité dans les propositions. Tout à fait. Parce qu'on a les compétences dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais ces nominations ne doivent pas aussi être sacrifiées sur l'autel de la parité. Nous ne voulons pas non plus nous ne voulons pas être représentés par n'importe quelle femme. C'est ça aussi le problème, madame. C'est pas du tout un cadeau. Mais je viens de le dire. Je viens de le dire. On ne veut pas être représenté par des bourriques. Non. Il y a des bourriques chez les hommes, il y a des bourriques chez les femmes. Donc, de la même manière qu'on fait un effort. Mais sur le plan éducationnel, aujourd'hui, toutes les filles sont à l'école, à l'instar des garçons. De ces côtés-là, il y a un pas de géant. Au niveau universitaire, il n'y a même pas à dire. Il y a plus de femmes universitaires que les hommes. Mais malheureusement, sur le marché d'emploi, sur le marché d'emploi, elles sont défavorisées. Et c'est là que nous demandons au président de la République de nous faire violence, de nous rendre justice. De vous rendre justice, ça ne doit plus être un combat, mais un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Si on fait le remaniement et qu'un président n'amène que la liste où il y a les hommes, les listes vont atterrir chez le Premier ministre, chez le président de la République, il doit refuser ces listes-là. Nous ne voulons pas être représentés par n'importe quelle femme. Non, non. Mais nous avons les compétences. Les femmes compétentes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une femme Premier ministre, par exemple? Moi, j'ai été vice-président. Ça se mérite. J'ai été vice-président. Je ne pense pas que j'avais démérité quand même. Pour ceux qui ont suivi mon cursus. Et je ne peux pas prétendre être l'unique ou la seule à être comme ça. Non. Il y a des femmes qui ont fait des universités, qui ont fait des grandes études. Plus que moi-même, qui peuvent être promis aux fonctions, aux grandes fonctions. Maman Catherine Nzouzi Wambombo, qu'est devenu l'impair, les mouvements populaires? Le mouvement populaire de la Révolution est toujours là, il est géré par un jeune, qui se bat. On voit des disparitions. Hein? Non, non, ce n'est pas on voit des disparitions. Tu peux me donner un parti en dehors de l'UDPS qui a au pouvoir, qui peut... Oui, il y a un pifo. Et peut perdre. Un peu perdre. On sait pourquoi. Je ferme la parenthèse. Maman Catherine Nzouzi Wambombo, c'était pour nous dérider un peu et nous allons atterrir en beauté. Okay. Nous sommes presque à la fin. Comment voyez-vous l'avenir du Congo, l'avenir de la coalition
2023, les élections, est-ce possible? Déjà, les langues se délient pour parler d'un glissement, le glissement qui a tué des Congolais, mais aujourd'hui, ça devient la mode. Hein. Non. C'est un peu curieux. Non, je vous ai parlé d'une grande réforme qui doit se faire avant. Ce sont les recensements. Les recensements des Congolais, à combien sommes-nous? On doit donner les cartes d'identité aux Congolais. Ça va éviter à ceux qui trichent, qui prennent notre nationalité sans en avoir droit, qu'on puisse savoir à combien on est. Donc cette réforme-là, si ça exige à ce qu'on puisse repousser la date des élections, on verra bien. Mais qu'on le fasse, ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, le glissement est permis. Qu'on fasse d'abord, je ne peux pas le dire que c'est permis, mais qu'on fasse cette réforme-là, si on peut faire le recensement, on verra combien de temps ça va prendre. On a quand même eu de l'expérience dans l'État, on a 26 provinces, qu'on sache un peu qui est Congolais, qui ne l'est pas. Les Congolais vont à la banque retirer de l'argent avec le permis de conduire. Est-ce que tu trouves que c'est digne? Avec les cartes d'électeurs. Mais avec les cartes d'électeurs, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a des choses qui doivent être faites pour que nous puissions avoir, pour que nous puissions être un pays comme tous les autres. Parce que ce sont des choses qui nous ridiculisent et qui nous font passer pour des gens qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas intelligents. Pour terminer, Maman Catherine Nzuzi Wambombo, votre conclusion? Eh bien, je conclus par vous remercier pour cet échange citoyen qui nous a permis de parler un peu, de toucher du doigt à plusieurs questions de l'heure. Je pense que ça ne sera pas la première ni la dernière fois. La première ou la dernière fois. Je demande à ce que nos compatriotes puissent taire les débats inutiles qu'on soulève aujourd'hui, qui risquent de déstabiliser la cohésion nationale et la cohésion sociale, parce que ce qui nous rassemble est plus important que l'intérêt égoïste des uns et des autres. Je m'en voudrais de ne pas vouloir vous poser cette question. En 2006, vous étiez candidate à la présidentielle. Maman Catherine Nzuzi Wambombo n'a plus d'ambition, elle ne compte plus rebondir, peut-être en 2023. Pourquoi tu veux que je n'aie pas d'ambition? Je suis politicienne, j'ai des ambitions, mais le poste n'est pas vacant. Tu veux que je commence à dire n'importe quoi sur Fachi pour le déstabiliser? Non. Fachi fait très bien son travail. Au contraire, je le soutiens par mes tweets. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. C'est ma manière d'aider mon pays, c'est ma manière de l'encourager. Je ne suis pas à un âge où je dois flatter, mais quand c'est bien, je dis que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Maman Catherine Nzuzi Wambombo, c'était à la fois un honneur et un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Merci beaucoup. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ces jours-ci, on dirait que la presse vous rêvez de moi, la famille communicationnelle, comme aimait bien vous appeler Dominique Sakombi Nongo, la famille communicationnelle. J'aimais bien cette appellation-là, mais c'est un devoir lorsqu'on est... On a besoin de vous, vous êtes une archive vivante. Ben voilà, c'est un devoir de pouvoir apporter ma contribution dans ce qui s'est passé dans le temps pour nous éviter les erreurs et dans ce qui peut être fait pour nous permettre d'avoir un grand Congo. Merci Maman Catherine Nzuzi Wambombo.